Je ne sais pas si la délégation PACA donne des cours de dessin, mais merci. Bonjour. Contraindre la pauvreté. Et si nos interventions, au-delà des intentions dont nous sommes porteurs, et si nos interventions nous échappaient, pour une part au moins, et si nos interventions n'étaient finalement que contributions objectives, volontaires ou non, à une vaste entreprise de contrainte de la pauvreté. Et sans doute est-ce encore une sorte d'élégance de langage que de parler ainsi, sans doute faudrait-il dire de contrainte des pauvres. Et nous arrivons au cœur de la problématique de nos assises, contrainte, contrôle, de quoi s'agit-il? Alors, plusieurs intervenants se succéderont pour traiter cette question ce matin. D'abord, Madame Marie Douris, qui est juriste, docteur en droit, experte juridique en travail social, consultante en protection de l'enfance, à qui j'ai plaisir à laisser la parole maintenant. Je vous remercie, mais je vais à la tribune. Je vous en prie. Bonjour à tous. Je vous remercie déjà tous d'être présents aussi nombreux. C'est un petit peu émouvant. Et puis, je remercie particulièrement le CNAEMO, les organisateurs, la bienveillance des accueillants de me faire participer à cette belle rencontre qui, à mon avis, va produire de belles évolutions. Je veux particulièrement remercier aussi Stéphanie Leboyer, que j'ai rencontrée dans le cadre d'un cycle de formation pour le nouveau SPEMO de la DSEA 69, et dont la structuration du service s'appuie sur des fondamentaux juridiques. Je vous remercie donc de me permettre de venir débattre de questions et de sujets qui nécessitent toujours une véritable interdisciplinarité, mais aussi un vrai maillage entre les disciplines, comme d'ailleurs entre les individus. Pour approcher ce thème, il m'a fallu finalement plusieurs étapes. D'abord, il m'a fallu contextualiser le thème en droit, et il est vrai que pour ma part, compte tenu du titre et du sous-titre, je me suis dit que le thème de ces assises traite avant toute chose de la question de la parentalité, de la relation parent-enfant. Et pour la dynamique symbolique finalement que représente le droit, qui n'est pas simplement utilitariste, il me semblait naturel que cette discipline soit convoquée à ces débats. Et puis je vais vite citer des propos qu'a tenu Didier Houzel, qui est pédopsychiatre et qui avait, en travaillant sur les enjeux de la parentalité, montré que parmi la construction de cette parentalité, 3 critères permettaient justement de rendre une notion suffisamment étayée et complète, et particulièrement dans ces critères, il intègre, lui qui n'est pas juriste, le critère de la loi, qui me semble pas être qu'un vœu pieux, mais qui nécessite justement d'être considéré comme une armature. Une armature qui permet finalement d'appréhender la notion qui s'impose finalement cette parentalité à tous ceux qui ont établi une filiation par procréation ou par adoption, car les parents sont pour le législateur et les États qui ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant le moyen premier de protéger un enfant et les personnes qui, en priorité, sont considérées comme telles. Donc, rattacher la fonction parentale aux mesures AED ou AEMO signifie que c'est au regard de la façon dont le parent accomplit ses droits et ses devoirs, suivant les besoins de l'enfant, que la mesure de protection de l'enfance est nécessaire. Ce n'est qu'à partir de cette fonction que l'on étudie la possibilité d'intervention. L'intervention publique, donc, montre que certaines parentalités s'avèrent partielles en ne répondant pas aux besoins des enfants ou en n'y répondant que d'une façon un peu dysfonctionnante, ou beaucoup. Voilà ce que je voulais déjà camper comme
situation, je vais plutôt parler de la question de la parentalité, bien sûr, du point de vue juridique. Et puis c'est vrai que pour définir un peu la problématique de ce colloque et du thème sur lequel je dois intervenir du point de vue juridique, je me suis appuyée sur le pré-programme initial qui m'avait été envoyé et qui consistait pour cette matinée à poser, notamment parmi d'autres questions, la question suivante. Le risque n'est-il pas d'intervenir au sein des familles sur la base de normes dominantes sans prendre en compte une appartenance, une singularité, un contexte, quitte à sanctionner une pauvreté, une culture singulière, une domiciliation particulière? Face à cette question, évidemment, la position du juriste a supposé de nécessité de rappeler, comme des préliminaires, quelques définitions pour se situer, mais aussi pour rappeler que la sémantique peut varier largement d'une position disciplinaire, d'une position scientifique à une autre. D'ores et déjà, je peux dire qu'au niveau de la notion de pauvreté, que j'ai cherché en termes de définition comme un état de besoin, mais j'imagine qu'hier vous avez eu beaucoup plus d'éléments d'approche, ce terme ne traite pas des seules questions monétaires, donc ça ne va pas traiter que de la seule précarité. Donc quand on parlera de la pauvreté des personnes, on devra envisager d'autres éléments qui construisent cette pauvreté. La notion de norme m'a interrogée aussi parce que il me semble qu'on n'a peut-être pas tout à fait la même approche. Et justement, je suis allée chercher dans un vocabulaire juridique, j'ai été très prudente, pour indiquer que c'est vrai que la norme, sans parler du droit pour l'instant, ça peut se rapprocher d'un terme scientifique employé comme un équivalent d'une règle de droit, qui évoque donc non pas l'idée d'une normalité, ni celle de rationalité, et encore moins de standardisation. En droit, il s'agit surtout de déterminer la valeur obligatoire qui est attachée à une règle de conduite et qui offre l'avantage de viser d'une manière générale toutes les règles présentant ce caractère, quelle qu'en soit la source ou l'objet. Ce qui veut dire que le droit, sans sa valeur contraignante, n'a pas vraiment beaucoup de sens. En revanche, il permet quand même une certaine idée du vivre ensemble et de la cohésion sociale dans une société démocratique. La règle de droit, donc la norme aussi, notamment en matière de famille, suit très souvent les évolutions sociétales et traduisent concrètement de façon différée, certes, et heureusement différée, puisqu'on attend d'abord que la société évolue pour que le droit lui-même suive de près, mais toujours un peu en arrière. Ces normes et ces règles traduisent de façon différée le poumon social d'un moment, d'un lieu, d'une époque, et on ne peut pas dire quand même que depuis 1970, on ait manqué de réformes en droit de la famille. Ça n'a pas arrêté. Donc on peut quand même largement considérer que le droit, cette fois-là, et peut-être pas les années et les siècles antérieurs, à 70, mais cette fois-là, on est dans un domaine où le droit suit de très près les faits sociaux et les évolutions. La norme, donc, n'a pas pour objectif de produire de l'inégalité, mais au contraire d'appliquer les mêmes règles sur un même sujet à toutes les personnes qui sont concernées. Les règles véhiculent donc le principe d'égalité entre tous devant la loi grâce à des conditions de droit qu'il est nécessaire d'appliquer, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce sont des conditions de droit qui sont communes à tous les destinataires de cette règle. Elles nécessitent donc un respect à peine de sanction. Sinon, toujours pareil, se pose la question du sens de ne pas respecter les règles. En matière de protection de l'enfance, le corpus de règles ne s'appuie pas sur la pauvreté pour justifier une intervention. En revanche, la situation de pauvreté constitue une circonstance qui peut être intégrée comme un fait illustrant une partie des conditions nécessaires à l'intervention publique. Par exemple, peu importe le degré de pauvreté monétaire de la famille pour envisager une intervention à domicile,
D'autres conditions indépendantes de cette notion de seuil de pauvreté président à la mise en œuvre d'une mesure administrative ou judiciaire d'assistance éducative. C'est ce que rappelle l'article 222-3 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que des aides mensuelles peuvent être versées aux parents dont les ressources sont insuffisantes. Et dans la mesure où il s'agit d'une mesure inscrite dans le chapitre de la protection de l'enfance, c'est bien parce que cette aide mensuelle va être intégrée dans un contexte plus global d'une nécessité de considérer le risque ou le danger encouru pour l'enfant. Un autre terme dans cette question initiale que j'ai posée, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, m'a aussi interpellée, c'est la question du contrôle social. Le contrôle social, j'ai compris, était une expression qui provient de la sociologie, qui traite donc, si j'ai bien relevé, des moyens et des pratiques formelles ou informelles mises en œuvre au sein d'une société pour que ses membres agissent avec les normes dominantes en vigueur. C'est un point de vue sociologique. Quand on ramène la question, et en tout cas le terme, l'expression aux règles de droit, le contrôle qui provient de la norme, fonction parentale par exemple, a pour principal objectif l'intérêt de l'enfant, qui ne doit pas être en danger avec ses principaux protecteurs. Autrement dit, si l'on cite l'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs aussi ce que rappelle d'autre part, l'article 3 de la Convention internationale, puisqu'il est précisé que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux et des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Au passage, j'indique quand même que dans le Code de l'action sociale et des familles, on a désormais depuis 2007 un article qui est le numéro L112.4 du Code de l'action sociale et qui précise ce que c'est que l'intérêt de l'enfant et ramène l'intérêt de l'enfant aux besoins de cet enfant. Donc l'intervention publique ou par délégation au sein de la vie familiale ne saurait s'envisager sans règles, de façon omnipotente, je dirais aussi sans garde-fou. L'éthique professionnelle passe par une application des fondamentaux déontologiques, lesquels sont portés par des règles de droit du domaine d'action. Cette règle de droit permet ce travail de légitimation de l'intervention publique dans la sphère privée. La problématique donc juridique que je vous propose de traiter après ces longs préliminaires qui, me semble-t-il, n'étaient pas vains, consiste à examiner les conditions de l'intervention publique dans la sphère familiale de la fonction parentale. Autrement dit, comment les règles de droit assurent-elles une intervention objective et légitime du professionnel pour éviter notamment que le seul critère de pauvreté construise un fondement d'intervention. Cette intervention publique naît d'un savant équilibre entre les droits et devoirs qui composent la fonction et la nécessité d'intervenir auprès de la famille pour rééquilibrer cette fonction au regard des besoins de l'enfant. La protection de l'enfance, donc, est aussi attelée à des principes fondamentaux qui s'imposent aux professionnels et à la famille. Il y a donc deux contrôles par l'autorité publique. D'une part, d'une manière générale, il s'agit de contrôler la fonction afin que les parents puissent déployer d'une manière complète leurs droits et devoirs et ne soient pas entravés par quiconque dans leur mise en œuvre. Et puis d'autre part, le contrôle de la fonction s'avère aussi du côté de la dysfonction, c'est-à-dire on va contrôler parce qu'il y a dysfonctionnement de cette autorité parentale. Dans ce dernier cas, il s'agit bien de contrôler une fonction et avec une orientation quand même qui est posée dans la loi
au vu de l'emplacement dans les règles et dans les différents codes. L'objectif quand même de cette intervention, c'est que cette intervention s'arrête un jour et que les parents puissent agir en tout cas sans aide, même si évidemment il y aura toujours des situations où ça ne sera pas possible. Mais l'objectif quand même premier d'une intervention type AED ou AEMO, c'est que ça ne dure pas. C'est en tous les cas l'esprit de la loi sur l'accompagnement de la fonction parentale. Donc l'intervention dans la sphère privée de la famille n'est pas possible sans ces conditions juridiques. Ça forme un socle intangible de légitimité institutionnelle et de légitimité professionnelle. Le principe de cette fonction parentale constitue donc le cadre de l'intervention, et ça va être mon premier point. L'on peut remarquer que le contrôle, quand il existe, doit être justifié. C'est le deuxième point. Et pour cela, il doit être empreint aussi de proportionnalité. Ce sera mon troisième point. Donc ces différentes garanties, dans le cadre du contrôle auprès de toutes les familles, atténuent, à mon sens, ou doivent nécessairement atténuer la domination institutionnelle que certains peuvent craindre. Donc reprenons la question du principe réaffirmé de la fonction parentale. L'intervention au sein de la famille n'exclut jamais cette fonction. En tout cas dans le droit. Le principe de toute intervention, donc, qu'elle soit administrative ou judiciaire, reste ancré sur l'autorité parentale. Sinon, on fait autre chose, en fait. Et si on commence à faire autre chose avec le mauvais outil, on se trouve du coup dans un décalage et un dysfonctionnement aussi institutionnel. Cette fonction de l'autorité parentale s'avère d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle s'impose aux parents, mais elle s'impose à tous. Et en correspondant à une valeur finalement cardinale de la société, la protection de l'enfant est une affaire d'État, de justice et d'administration. Toujours pareil, la Convention internationale indique à ce sujet que pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. L'article donc indique bien que les parents doivent être aidés. Les autorités publiques doivent aider à la mise en œuvre de l'autorité parentale avant même que de l'écarter ou d'intervenir de façon subsidiaire. Préalablement à toute intervention, il s'agit de faire une photographie de la situation familiale du point de vue juridique pour vérifier si d'autres solutions au sein de la famille ne peuvent pas être privilégiées. L'autorité parentale, donc, qui découle de la filiation, nécessite pour les parents de répondre aux besoins physiques, affectifs, intellectuels et sociaux. Et depuis 2002, ces besoins sont appréciés aussi au regard de la personnalité du mineur. Le nouvel article du coup 371.1 du Code civil, qui est l'article fondamental en matière d'autorité parentale, précise lui aussi que les droits et devoirs ont une double finalité. Ça n'est pas pour avoir une posture de puissance que sont attribués ces droits et ces devoirs, c'est pour protéger la santé, sécurité, moralité de l'enfant, d'une part, assurer l'éducation et permettre le développement de la personne de l'enfant, d'autre part. L'ensemble donc des dispositions qui composent l'autorité parentale construit le droit à la vie familiale des parents qui vivent sur le sol français, indépendamment de leurs origines sociales, ethniques et du seuil de richesse ou de pauvreté. Les règles de droit de l'autorité parentale, donc, ne se construisent pas à partir des données personnelles de la famille, les règles en elles-mêmes. Elles sont, au contraire, des vecteurs objectifs qui permettent d'intégrer les différences de culture, d'éducation, de mode de vie, pourvu que la double finalité de protection et d'éducation ou de développement réponde à l'intérêt de l'enfant, autrement dit, à ses besoins. Ce sont des vecteurs, des contenants. Ce sont des contenants, finalement, pour les parents, mais pas que. Ça permet aussi de préciser à l'intérieur de chaque contenant ce que la
particularité de la famille peut présenter. La fonction donc parentale construit une colonne vertébrale à partir de laquelle les interventions en protection de l'enfance peuvent avoir lieu. La protection de l'enfance, dans le cadre d'un accompagnement, n'est pas déconnectée et ne se substitue pas à la fonction parentale. Ainsi, ce n'est que si les comportements parentaux ne répondent pas à l'intérêt de l'enfant, ne répondent pas aux besoins physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, c'est-à-dire quand même des besoins qui sont visibles, observables, évaluables. Ce n'est qu'à ces conditions que l'intervention publique est autorisée. Cela protège autant que faire se peut le droit à la vie familiale des parents de l'enfant concerné. Les évolutions conjugales doivent aussi bien évidemment être considérées dans l'appréciation pour savoir si l'enfant ne peut pas prioritairement être mieux protégé si c'est son autre parent quand on est dans une séparation, plutôt que d'enclencher immédiatement une mesure de protection. Si l'accompagnement donc doit, par exemple, s'avérer sur une famille dont les parents sont séparés, le travail avec l'autre doit être priorisé avant même que d'envisager la mesure de protection de l'enfance. Le contrôle donc de la fonction, quand elle est posée, doit être, premier outil nécessaire du contrôle, justifié. Ce contrôle justifié, ça signifie que l'accompagnement de la fonction parentale n'est pas juste si cet accompagnement ne se focalise que sur l'enfant. Cet accompagnement doit se mesurer à partir de l'étude de la relation parent-enfant. Et en quelque sorte, le caractère d'ordre public de la fonction parentale ne cesse de revenir là-dessus, puisque c'est ce caractère d'ordre public de la fonction qui légitime une intervention sur la relation parent-enfant. D'ailleurs, les différentes réformes qui ont été opérées depuis 1958 montrent combien la protection de l'enfance s'est structurée en recherchant une articulation entre la protection administrative et judiciaire, une gradation entre ces différentes interventions à partir des conditions de droit, et également, elle a recherché une unité par l'utilisation des conditions de droit. Donc concrètement, on est bien sur un socle qui dépend de la fonction parentale. Alors, j'ai repéré dans ce contrôle justifié 3 types d'évolutions. D'abord, deux d'évolutions et puis une nécessité qui est attachée à la justification du contrôle. On peut remarquer quand même que les conditions de fond qui justifient l'intervention, qui justifient ce contrôle, finalement, il est gommé. Ce qui est gommé, c'est la cacophonie qui pouvait exister entre la notion de danger et la notion de maltraitance. Du point de vue juridique, moi je ne vous parle que de ce point de vue-là. Depuis 2007, la construction de la protection de l'enfance du point de vue administratif et judiciaire s'appuie sur le danger tel qu'il a été remanié en 1970, puis en 2007 sur le risque de danger. Il ne s'agit pas d'observer et de travailler sur une problématique de l'enfance, ce qui s'apparenterait plutôt à du soin, mais d'envisager ce que la relation entre les parents et l'enfant produit en dysfonctionnement au point de se traduire par des effets sur la santé, la sécurité, la moralité de l'enfant ou sur l'éducation ou le développement de l'enfant. Le danger ou le risque ont donc une nature sociale dans cette relation parent-enfant, et ils s'inscrivent donc dans cette relation, c'est-à-dire dans la façon, on étudie la façon dont les parents protègent, éduquent et assument. Le danger et le risque se distinguent en ce que le comportement parental qui pose question, finalement, produit d'ores et déjà des effets visibles, problématiques sur l'enfant, c'est l'hypothèse du danger, tandis que le risque, lui, va pas encore produire d'effets visibles, et c'est ainsi qu'on va pouvoir distinguer ces deux notions. Cette différence, donc, entre le risque et le danger est absolument nécessaire à faire, puisqu'elle va traduire le type d'intervention possible en droit et aussi donc dans le travail social. Le risque ne permettant qu'une mesure administrative, tandis que le danger permet l'une ou l'autre aujourd'hui.
on ne parle plus du danger que du côté judiciaire, on parle aussi du danger du côté administratif. Donc tout dépend de la façon dont les parents aujourd'hui réceptionnent la proposition d'intervention, s'ils y consentent, donc avec le sens du consentement qu'on doit y mettre. Ce n'est pas une adhésion de façade, en principe, au niveau du consentement. Mais il n'empêche que c'est parce que justement il y a une notion de consentement qu'aujourd'hui on ne peut plus aller du côté du judiciaire. Il faut également remarquer que le texte central de l'intervention judiciaire auquel les dispositions du Code de l'action sociale et des familles renvoient, c'est-à-dire l'article 375 du Code civil, n'exige pas un danger pour l'éducation ou le développement, mais il exige une grave compromission. Et finalement, ce n'est pas un synonyme du danger, grave compromission. Cela laisse entendre que par souci de préserver la liberté des choix familiaux, justement, dans ces domaines de l'éducation et du développement, et pour éviter une trop grande ingérence de la société dans la sphère privée, le législateur, en 1970, avait déjà ça en tête pour que les comportements des parents dans ces domaines, finalement, puissent initier une action s'ils provoquent des préjudices pour justifier cette intervention. Donc la notion de préjudice, elle est un peu plus importante, elle est plus avancée que la notion de danger. Par exemple, le législateur de 2007 a intégré la grave compromission pour le développement physique, affectif, intellectuel et social. Et il a souhaité du coup, par cette nouveauté, il a souhaité intégrer des enfants soumis à des conditions de vie qui ne sont pas des maltraitances au sens du terme, mais qui les placent dans une situation difficile sur le plan psychologique. Autre exemple, lorsque le législateur de 1970 a désolidarisé l'éducation des autres éléments de danger, en considérant que l'éducation ne devait pas être en danger, mais devait être gravement compromise, comme dit le texte, cette position du législateur a limité l'intervention du magistrat dans le choix du type d'éducation de l'enfant, notamment, mais c'était comme ça que ça se posait, notamment en matière d'éducation religieuse. Dans son exposé des motifs, d'ailleurs, la loi du 4 juin 70, qui, je le rappelle, est la loi qui produit une vraie évolution au niveau du terme autorité parentale, dans son exposé des motifs, la loi indiquait « Il semble souhaitable que le juge n'intervienne pas, sauf cas exceptionnel, pour décider contre la volonté des parents si l'enfant doit ou non poursuivre des études à la fin de sa scolarité ou encore être placé dans tel ou tel établissement d'enseignement. » Le législateur a donc recherché à ce que l'assistance éducative n'impose pas un certain type d'éducation. Donc, l'intervention judiciaire, déjà comme exemple, s'impose en l'absence d'éducation et non dans la possibilité de recevoir une meilleure éducation. La jurisprudence à ce sujet est très claire depuis 1977. La Cour de cassation a indiqué les choses dans ce sens. J'ai essayé de montrer que les critères d'intervention sont le danger, le risque de danger, en montrant quand même certains éléments relatifs à la différence entre danger et grave compromission. On peut voir aussi que l'intervention publique au sein de la famille est justifiée et a fait l'objet également d'évolutions en matière de procédure. On n'en parle pas beaucoup de la procédure, on parle des procédures internes, mais la procédure, c'est aussi un vecteur non négligeable des règles de droit pour qu'elles s'accomplissent d'une manière la plus légale et la plus égale entre les personnes. Donc, grâce au décret du 15 mars 2002, c'est particulièrement l'assistance éducative qui, en matière judiciaire, a reçu de grandes évolutions à ce sujet. On a pu remarquer, au niveau judiciaire, l'information des parents de l'ouverture d'une procédure, l'audition des parents et de l'enfant ou d'autres personnes
que le juge choisit d'entendre. Et puis, on peut voir aussi la grande évolution, même si elle est encore perfectible, qui consiste à pouvoir consulter son dossier, même si les parents dans la loi, ne peuvent pas le photocopier ni utiliser les pièces. Bon, peut-être que ça se fait, mais ce n'est pas légal. Ces évolutions notables, même si elles sont perfectibles, en matière judiciaire, sont étonnamment oubliées en matière administrative. Et l'accès au dossier, du coup personnel, même s'il est permis depuis 1978, encore faut-il que les parents connaissent cette possibilité, puis aussi osent la mettre en œuvre. Donc, rien n'est réellement prévu en matière de procédure pour, par exemple, recueillir le fameux consentement de la famille à la mesure administrative d'accompagnement. Et pourtant, il me semble que, comme le remarquait un magistrat que je trouve très équilibré dans ses points de vue sur ces questions, il s'agit de Michel Huyette, il faisait des remarques par rapport à la procédure judiciaire. Mais je pense que ça peut être exportable à d'autres idées de la procédure. Pour lui, il ne faudrait pas oublier que permettre à un citoyen l'accès à son dossier, c'est aussi l'inviter à participer pleinement à la procédure le concernant, c'est favoriser l'émergence d'un débat plus riche, plus serein, plus équilibré. En assistance éducative plus qu'ailleurs, c'est une façon indirecte d'inviter les intéressés, souvent défaillants, sans l'avoir voulu, à se mobiliser pour assurer leur défense et par ricochet, à se mobiliser pour redresser une situation personnelle et familiale chaotique. C'est leur montrer que, quoi qu'ils aient fait, les institutions leur conservent une estime minimale et ne les rejettent pas hors des murs. Je cite Michel Huyette, et ces propos me semblent vraiment exportables, quelle que soit l'intervention et le moment de cette intervention. Il faut penser la procédure pour qu'elle soit complètement cohérente avec le principe de la fonction parentale et le principe de l'intervention. La garantie, donc, dans le contrôle de la fonction parentale, au regard de l'impératif de protection de l'enfant, nécessite également, toujours dans cette justification, une vraie limitation de la durée de toutes les mesures. C'est le troisième élément que je voulais citer au niveau de la justification du contrôle. Toutes les mesures d'accompagnement administratif ou judiciaire sont limitées dans le temps, textuellement, et elles ne se renouvellent pas par tacite reconduction. Dans les textes, je rappelle, 6 mois sont prévus pour une mesure judiciaire provisoire, jusqu'à même 2 ans pour une mesure judiciaire au fond. Et puis, on peut avoir une durée intermédiaire d'1 an aussi pour une mesure administrative. Le renouvellement de ces mesures exige juridiquement une analyse de la situation et le maintien ou non d'une situation de danger ou de risque. Au moment du renouvellement, il est impératif de réévaluer la situation au moment où on se trouve. Une tacite reconduction ne saurait préserver la légitimité de l'intervention, pas plus que la pauvreté de certains rapports de renouvellement ne permettent d'ailleurs du coup de travailler à partir du plus récent jugement qui s'arc-boute, parce que certains rapports de renouvellement certains, pas tous, peuvent s'arc-bouter toujours sur le danger dans le jugement initial. On continue, sans montrer une quelconque évolution, ou tellement faible. Alors peut-être qu'il y a bien des situations où il n'y en a pas. Je veux bien l'entendre, mais il me semble que la mesure en elle-même ne peut pas toujours servir à rien. Comme si les parents étaient incapables de changement. En tous les cas, ce que je pointe, c'est que ces rapports de renouvellement n'étudient pas suffisamment la question du danger ou du risque au moment où on se trouve et ne font pas suffisamment le lien avec ce qui avait produit initialement l'intervention.
Je le dis par expérience pratique. Après, je veux bien entendre, et j'en serais bien heureuse, qu'il y ait des évolutions, largement. Hein. Donc pour éviter finalement qu'on en arrive à entrer dans un dispositif d'accompagnement à temps indéterminé, parce que ça peut produire aussi ça, on peut se trouver devant des situations où le temps devient indéterminé, ce qui est donc contraire à la loi, je vous rappelle, et ne plus pouvoir en sortir, il paraît nécessaire de pouvoir garantir aux parents, dans la mise en œuvre de l'accompagnement, la certitude que, conformément à la loi pour les mesures judiciaires, la décision cesse une fois que le danger n'est plus présent, y compris en cours de mesure. Donc, il est nécessaire d'interroger cette mesure au cours de la mise en œuvre. C'est possible, c'est ce que je cherche simplement à rappeler dans le cadre des fondamentaux juridiques. Donc, la conscience d'une mesure à temps partiel rappellerait à chaque professionnel que le dispositif de protection de l'enfance ne se limite pas à l'accompagnement, mais que l'évaluation qui en découle, finalement, peut nécessiter d'autres mesures qui démembrent l'autorité parentale, cette fois, et peuvent aller jusqu'à même changer le statut de l'enfant. Rien de tel, en effet, que d'avoir une assistance éducative qui fonctionne comme une délégation. Et puis, il faut dire que beaucoup de familles sont insuffisamment procédurières pour remettre en question les mesures qui viennent à elles. Donc concrètement, on en arrive à des situations où, quand c'est posé pour un temps donné, on ne remet pas facilement en question, en tout cas insuffisamment, et c'est peut-être ce qu'il faut progressivement plus diffuser. Une fois que le contrôle finalement est justifié, donc limité dans le temps, en fonction de critères nommément désignés, le contrôle de la vie familiale des parents doit également être proportionné pour être légitime et puis pour être valable d'un point de vue légal. C'est le troisième point de mon intervention, le contrôle proportionné de la vie privée familiale des parents. L'assistance éducative, notamment, a fait l'objet d'un renouvellement de sa figure d'intervention. Bien sûr, on va toujours parler de la dernière réforme de 2007, mais ce n'est pas la seule qui a quand même produit une évolution. Et je vais revenir aux origines des réformes, puisque à l'occasion de la première réforme de l'autorité parentale, en 1970, le juriste Jean Carbonnier avait observé, avant de libéraliser le système, l'institution de l'assistance éducative, je le cite, en 1958, se présentait grevée d'un passif involontairement politique, issu d'un régime d'ordonnance, expéditive dans ses procédures, tenant les avocats à distance, elle faisait aisément figure d'innovation autoritaire. Il ne s'agit plus vraiment aujourd'hui d'intervention autoritaire. Dans l'évolution produite par la dernière réforme de 2007, le caractère proportionné du contrôle s'envisage à plusieurs endroits, à plusieurs niveaux qui se répondent entre eux. D'abord, la subsidiarité des mesures judiciaires. C'est très clair, cela suppose plusieurs conséquences. Le consentement des parents, qui ne se menacent pas. La mesure judiciaire, qui n'est pas utilisée dès qu'il y a du danger ou pour pallier des défectuosités en matière de mesures administratives. Deuxième point, me semble-t-il, le consentement des parents détermine le type de contrôle. Ce n'est plus le danger ou le risque de danger, c'est le consentement des parents. Soit, et c'est une priorité, le contrôle de la vie privée familiale est consenti, et la mesure donc ne peut pas être judiciaire, soit les parents refusent ou empêchent l'évaluation ou mettent en échec la mesure administrative, et dans ce cas, alors, la mesure sera judiciaire si un danger pour l'enfant est observé, et le contrôle de la vie familiale sera alors contraint. Donc il y a deux sortes de contrôle. Le contrôle d'une fonction de façon consentie, le contrôle contraint. Le contrôle n'est donc pas forcément contraint. Le contrôle contraint ou consenti
ne saurait être figé. Le législateur a complètement envisagé la possibilité d'un ascenseur entre les mesures administratives et les mesures judiciaires, et inversement, comme entre une mesure d'aide éducative à domicile et une mesure d'AEMO, il peut y avoir aussi un ascenseur entre les éléments budgétaires d'une mesure AESF à une mesure MJ-AGBF et inversement. D'où l'intérêt du renouvellement en pensant justement la possibilité ou non de maintenir la mesure d'un point de vue juridique dans le cadre judiciaire ou de pouvoir d'ores et déjà l'envisager au niveau administratif. C'est compliqué ça parce que concrètement c'est plutôt récent et l'intérêt en tout cas de cette cohérence sémantique dans l'accompagnement social ou judiciaire permet de concevoir des pratiques qui évoluent dans les deux sens afin d'être au plus près de la réalité de la situation familiale. Et il est important, me semble-t-il, que si on est toujours dans de l'accompagnement, on ne persiste pas dans un seul mode d'intervention quand la famille en a besoin de plusieurs de manière successive qui ne sont pas nécessairement toujours judiciaires ou administratifs. Et puis je pense que le dernier point qui permet la proportionnalité de cette mesure et qui doit être intégrée de façon, je dirais, prioritaire, c'est l'aide à domicile. L'aide à domicile dans une mesure administrative ou judiciaire, c'est le principe. C'est le principe qui détermine d'ailleurs la proportionnalité de la mesure au contexte familial. C'est ainsi qu'il faut justifier, avec des éléments de la fonction parentale, l'impossibilité de laisser l'enfant dans son milieu de vie actuel. La mesure donc de placement ne peut pas être pensée pour compenser l'échec de la mesure d'aide à domicile, mais seulement si l'enfant ne peut plus rester dans son milieu de vie actuel à peine de danger imminent et donc au regard toujours pareil de la fonction parentale. En guise de conclusion, c'est bien la pauvreté, précarité des réponses parentales en matière de protection et d'éducation de l'enfant, et seulement au regard des besoins de l'enfant, qui légitime l'intervention publique. D'ailleurs, le synonyme de pauvreté peut être besoin. L'on peut donc remarquer que la pauvreté des parents correspond à leur manque ou leur dysfonctionnement en matière de parentalité, au sens où Didier Houzel l'entendait. Autrement dit, les besoins des parents en savoir-faire et en pratique de la parentalité dans la relation avec leurs enfants déterminent l'intervention. De la sorte, le fondement de l'intervention en protection de l'enfance n'est pas du tout une affaire économique. À l'inverse de la question de cette précarité économique, que je ne me remets pas en question, qui existe, il faut rappeler haut et fort que les mesures d'accompagnement sont également ouvertes et devraient l'être d'ailleurs davantage aux familles dont les ressources économiques sont très au-dessus du seuil de pauvreté monétaire, mais qui ne prennent pas suffisamment en considération les besoins affectifs, intellectuels, physiques et sociaux de leur enfant. Je veux parler de ces personnes dont l'image produit une apparence très favorable au premier abord, mais qui pourtant, et je l'entends assez régulièrement, qui délaissent hebdomadairement leurs enfants en les laissant souvent livrés à eux-mêmes ou à leur tablette ou autre. Le caractère procédurier de ces familles, certes, n'est pas toujours simple à gérer, de sorte que certaines grilles sont plus difficiles à pousser, et puis certaines IP, informations préoccupantes, sont peut-être aussi plus compliquées à écrire. Pourtant, l'évaluation du dysfonctionnement est souvent plus grave car plus cachée. Ce sont des familles qui interrogent comme toutes les autres, celles qui nécessitent une intervention, le cadre de la relation parent-enfant. Et elles nécessitent aussi un arrimage au droit pour ne pas être englouties dans les dysfonctionnements familiaux et ses représentations. La pratique donc nécessite bien une assise juridique identique pour répondre de façon égale à toutes sortes de dysfonctionnements foncièrement compliqués à gérer.
C'est la seule cohérence et l'unique, me semble-t-il, du point de vue juridique, la cohérence de la protection de l'enfance qui est en jeu. Et je vous remercie du coup de cette belle attention. Merci Madame. On a la chance de pouvoir entrer en dialogue avec vous maintenant. Les micros vont pouvoir circuler. Comme hier, vous vous signalez de manière bien visible. On vous apporte le micro. Questions, commentaires, réactions. Peut-être en tribune d'abord. Questions, commentaires, réactions. Rien de particulier pour l'instant. Le temps que les micros vous arrivent. Moi, je me risque volontiers à une première question. Vous avez évoqué beaucoup la notion de parentalité, notion à mes yeux difficile. J'ai cru comprendre que si vous aviez une définition à en donner, vous diriez fonction parentale. Mais est-ce que c'est ça la parentalité ? Oui. D'ores et déjà, ce n'est pas qu'une notion, parce qu'il n'y a pas qu'une seule discipline qui peut en parler. Oui. Et si je veux revenir, je vais finalement me mettre dans les pantoufles de Didier Houzel, qui a quand même tracé des choses de manière très simple et très accessible. C'est que la notion de parentalité, c'est 3 critères: un élément légal, un élément psychologique, un élément pratique. Et concrètement, ce n'est pas l'un ou l'autre de ces critères, ce sont les 3 cumulés. Et je trouve très intéressant de pouvoir les utiliser aussi au niveau de votre pratique professionnelle, parce que ce sont 3 éléments qui définissent si la parentalité finalement est cohérente, conforme aux besoins de l'enfant qui se dessine devant vous, ou si naturellement ou pas d'ailleurs, il y a une difficulté, un dysfonctionnement. Mais ce dysfonctionnement, il ne s'analyse pas d'une manière morcelée. On n'est pas en train de travailler sur une donnée où on tirerait des tiroirs de manière indépendante. On est dans un tout. Et ce tout se suppose de travailler, et c'est votre mission la plus, je pense, complexe, c'est de travailler à partir du droit les éléments qui approchent, on va dire, l'aspect plus inconscient de la parentalité du côté des sujets parents, et aussi la manière dont ils mettent en pratique cette parentalité. J'appréciais beaucoup Didier Houzel, qui était venu lors d'une journée d'études que j'avais organisée pour ma recherche liens familiaux et détention. Il avait vraiment montré qu'il y a des parentalités partielles et que c'est sur ces parentalités partielles qui peuvent être ou conjoncturelles ou plus structurelles, il ne faut pas se voiler la face, c'est là qu'il faut travailler aussi. C'est-à-dire que dans les parentalités conjoncturelle, il y aurait une grille d'évaluation possible et puis une évolution aussi largement envisageable. Ça se rencontre tous les jours. Et dans les éléments plutôt structurels, il y a des situations comme par exemple, mais pas uniquement, la pathologie psychiatrique, qui peut aussi entraîner souvent l'idée qu'ils ne peuvent pas du tout être parents. Le propos de Didier Houzel est tout à fait autre. Ils peuvent être parents, mais peut-être à 5%. Et c'est là qu'il va falloir bosser la parentalité. Et je trouvais ça beaucoup plus humble et puis aussi beaucoup plus ouvert à toutes les formes de parentalité. Je sais pas, j'ai été... Oui, mais bien sûr. Puis en plus, il s'agit de mettre au travail des notions comme celle-là. Elles ne sont bien trop complexes à mes yeux pour être arrêtées, figées. Au contraire, bien sûr. Et puis, je trouve, le droit nous amène à utiliser des expressions incroyables qui semblent même pas nous faire réagir. Peut-être que M. Guyard, le philosophe qui vous succédera à la tribune, les remettra au travail, je ne sais pas, mais l'expression « contrôle de la vie privée familiale », consenti ou contraint, contrôle de la vie privée familiale. Il me semblait que la vie privée, c'était justement ce qui échappait au contrôle. Et voilà qu'on va contrôler, extraordinaire,
et nous travaillons avec ça sans coup férir, quoi. Bon, allez. Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre intervention. Vous voulez vous manifester parce qu'on ne voit pas où vous êtes? Ah, tout à fait en haut, là. D'accord. Justement, vous parlez de parentalité, justement des parentalités conjecturelles. Justement, moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que le droit prévoit, comment le droit pense la question de la pathologie mentale. Et vous dites qu'effectivement, les mesures, elles n'ont pas vocation à durer dans le temps, mais les pathologies mentales, elles, bien souvent, oui. Donc, effectivement, qu'est-ce que le droit prévoit? Et en termes aussi de contraintes et de contrôle, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur le droit pour gérer des situations comme celle-ci qui posent vraiment de grandes questions? Merci. Question droit, facile. Non, ça va. Depuis 2007, la loi a permis, dans l'assistance éducative judiciaire, donc dans l'aspect du contrôle contraignant, il a permis que les mesures d'assistance éducative, au regard des évolutions, des évolutions peu engageantes du côté des parents, notamment étant concernée la pathologie mentale ou psychiatrique, il est pensé que le juge puisse rendre une décision supérieure à 2 ans d'assistance éducative. Alors, et là, on est en train de... Justement, on est sur ces situations où on frôle réellement, on est sur une ligne de crête où, d'un côté, l'assistance éducative ne doit pas durer, et de l'autre, on a une décision qui, finalement, entre deux. Est-ce que ce n'est pas ça, justement, la question de la parentalité partielle, où le parent, finalement, peut-être, à petits pas, fait quelque chose du côté de sa parentalité, mais ne peut pas prendre en charge cet enfant. C'est une question, mais moi j'interroge aussi beaucoup les autres mesures de protection de l'enfance que l'on oublie trop et qui pourtant sont à réfléchir quand on est dans le cadre d'une évaluation de situation en matière de renouvellement. Je veux parler de la question de la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, du retrait, de la déclaration judiciaire d'abandon. Tout ça fait partie de la protection de l'enfance. Et vous êtes souvent à un endroit qui permet cette observation, en tout cas, et cette possible orientation. Je n'ai pas dit que c'était vous qui preniez cette décision, mais c'est vous qui, quand même, par vos observations, initiez la possibilité d'une autre façon. Tant que la parentalité peut avoir un peu cours, il me semble que l'assistance éducative est nécessairement à maintenir. Quand en revanche on fait avec de l'assistance éducative une fausse délégation ou même retrait de l'autorité parentale en excluant de la prise de décision les parents, on ne devrait plus être dans ce système. Et c'est très important d'être cohérent au niveau institutionnel et ce que vous véhiculez, d'être cohérent sur le système dans lequel vous intervenez. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Alors, on poursuit une autre intervention. Oui. Alors, je ne sais pas. Voilà, le micro arrive. Levez la main qu'on vous voit bien. Je vous en prie. Bonjour, le service AVMO de la DSEA 28. Alors, vous parliez tout à l'heure de la possibilité pour les familles de pouvoir consulter leur dossier. Donc jusque-là, effectivement, il n'y a pas de problème. Nous, dans notre service, on a même installé un accompagnement, parce que lire le dossier pour les familles, c'est pas simple. Par contre, on se trouve aussi face à une situation où les familles se font accompagner de leur avocat et vont au tribunal, et là, les avocats leur transmettent leur dossier complet avec des photocopies. Et là, pour le coup, l'accompagnement ne peut pas le faire. Et ma question est la suivante, ont-ils le droit de le faire? Non, pas du tout. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils n'ont pas le droit. Alors, il y a plusieurs points de vue là-dessus. C'est que d'une certaine façon, ils n'ont pas le droit concrètement parce que ce n'est pas prévu. Au contraire, c'est l'avocat, lui, qui peut utiliser. Eux, ils peuvent consulter.
En revanche, comme ça dépend beaucoup de l'avocat, eh bien, après, on a des pratiques qui peuvent être très, très différentes des unes aux autres. Certains auteurs ont même pu dire que ça pouvait limiter le principe du contradictoire que de fonctionner de cette façon. L'idée quand même était au départ d'éviter de se retrouver avec un dossier qui pouvait concerner aussi l'autre personne que l'autre parent. Donc voilà, on est sur un débat qui est tout à fait pas résolu. Et surtout sur des pratiques du coup qui dévient aussi. faut le voir. Hein. Et concrètement, il est clair que ça produit aussi du non-sens par rapport pour les parents. Je vous rejoins. On poursuit. Une autre intervention ? Pardon, oui, madame. Donc le micro vous arrive. Bonjour, je suis assistante sociale éducatrice à la sauvegarde dans le 93. Justement par rapport à la consultation du dossier. Donc nous essayons, évidemment c'est pas toujours réalisable pour des raisons diverses, de faire lire notre rapport par les parents. Donc évidemment ça présuppose aussi de concevoir nos écrits avec évidemment une compréhension, donc pas de slogans, de vocabulaire, même la parentalité. Nous avons beaucoup de familles qui pourraient mal prendre ces choses-là, donc il faut traduire avec d'autres mots. D'ailleurs, le titre de notre rencontre des assises l'évoque, hein, l'importance des mots. Donc que pensez-vous de cette possibilité qu'auraient les parents de lire ce que nous, les travailleurs sociaux, écrivons sur la situation? J'en pense que du bien dans la mesure où c'est leur vie privée. Mais au fond, l'accompagnement que vous proposez est aussi nécessaire. Maintenant, il est clair que sans accompagnement, ça risque d'être complexe. En revanche, ce que moi je repère surtout, c'est qu'ils ne le savent pas toujours, qu'ils peuvent être et accompagnés et lire. Donc concrètement, on se retrouve devant des situations qui peuvent être aussi à l'écart en raison de l'accès à la compréhension de la langue qui peut être très très différent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, de toute façon, nous on essaye évidemment à chaque fois que c'est possible, sauf qu'avec les contraintes d'ordre délai, hein, des fois les rapports nécessitent effectivement d'être écrits suffisamment à l'avance pour que le juge puisse les lire, pour que les parents puissent consulter les dossiers au tribunal. Donc à partir du moment où il nous arrive quand même d'être des fois hors délai, on applique dans la mesure du possible là aussi de la lecture donc au service. C'est bien le problème. Les contraintes institutionnelles peuvent-elles être opposées aux parents? Ma réponse est non. Voilà. Mais je suis tranquille en vous disant, c'est pas possible d'admettre ça. On est quand même déjà dans un équilibre qui est complètement déséquilibré. On est l'institution face à des parents qui sont démunis. Alors aussi qui ont des grandes difficultés pour certains, et ou non avec la langue, et ou non avec l'interrelation. Là, on leur oppose encore une difficulté qu'a l'institution, qu'elle a, elle, à gérer. Vraiment. C'est pas aux parents de gérer les problèmes de l'institution. Je suis évidemment entièrement d'accord avec vous, sauf que là, on peut faire référence au nombre des mesures que nous avons à charge et au type de situation qui sont souvent très dégradées. Et ce n'est pas un choix de notre part. J'ai pas dit que c'était votre choix. Donc, pas du tout. On fait avec ce qu'on a et comme on peut, très souvent. Oui, mais on est quand même devant le pot de fer et le pot de terre. Hein. Donc concrètement, on n'est pas dans une idée d'une relation équilibrée. Hein. Et c'est là où le contrôle est légitime ou moins légitime, allez savoir. Une dernière intervention dans la salle. Ici, là. Ici.
Pardon? Là, ici. Là. En face oui, de voilà, vous. très bien. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Allez-y, allez-y. Oui. Non? Le micro. J'ai dû toucher. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Isabelle Mésange, vous en pédopsychiatre AEMO en France catalane. Je suis ici. Voilà, moi j'avais une question effectivement sur que prévoit la loi en termes d'obligation de soins psychiatriques notamment, puisqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, dans toutes les situations qu'on voit dans les services d'AEMO, il y a beaucoup, il me semble en tout cas, de parents en situation de pathologie psychiatrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut, en termes de loi, imposer en termes de soins pour ces parents en grande difficulté? Alors, merci. Je peux répondre? Oui, je vous en Du prie. point de vue civil, rien. Le juge des enfants n'est pas compétent à créer une obligation de soins pour des soins psychiatriques. En revanche, moi je pense que c'est extrêmement important que les pédopsychiatres, notamment, qui peuvent écrire les effets des fonctionnements, des comportements des parents, des comportements psychiatriques des parents sur les enfants, écrivent. Madame, Excusez-moi. vous avez le micro, non? Vous Non. entendez quoi par écrire? C'est-à-dire faire des comptes rendus de ce que nous, on peut observer, effectivement, de ce qu'on peut repérer en consultation des parents. Oui. D'accord. Le travail que j'ai pu mener dans le cadre de formation avec notamment un pédopsychiatre qui n'avait pas forcément cette culture-là au départ, et par rapport aussi à tout le corpus juridique qui montre que non, c'est pas la loi qui va dire faut faire comme ci, faut faire comme ça en matière de psychiatrie, parce que au fond, le législateur il ne sait pas repérer non plus l'aspect psychiatrique des choses. C'est de pouvoir indiquer ce que dans la relation parent-enfant, la problématique psychiatrique produit. Et qu'un pédopsychiatre peut le faire. Ou un psychologue. Au fond, c'est hyper important que tous, finalement, à l'endroit où vous vous situez et à l'observation et expérience et expertise que vous avez, vous puissiez véritablement montrer ces éléments dysfonctionnants du point de vue psychiatrique qui correspondent du coup dans la relation parent-enfant à un dysfonctionnement social. Alors, merci. Une dernière intervention, puis les sœurs trombones entreront en scène, Oui. puis quelques informations sans doute. Juste une dernière intervention, Oui. simplement pour constater, parce que je suis responsable, je suis responsable d'un service, l'unité protection de l'enfance au sein du service ASE du département de l'Aude, et sur lequel, dans ce service, on a la cellule information préoccupante, et on a aussi la mission consultation des dossiers, information préoccupante, mais aussi ASE. Et moi, j'ai juste à faire un parallèle sur le rapport d'évaluation des informations préoccupantes sur lesquelles, avec ma collègue qui est à côté de moi, qui est assistante sociale dans le service et mon adjointe, on insiste sur la lecture aux parents. Alors, la restitution, on va dire, orale aux parents, avec une possibilité pour eux de s'exprimer par écrit ou de traduire leurs paroles, mais qui est d'une importance vitale dans leur consentement à une mesure, mais au réel consentement. Mais ce que font les travailleurs sociaux, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais on a ce travail et ça détermine aussi après, quand des mesures judiciaires peuvent suivre, la gestion, la qualité de la gestion. C'est un mot que j'aime pas, la gestion, mais la qualité, voilà, la prise en charge de la situation familiale dans sa globalité. Je vous en prie. Je pose juste une question. Pourquoi on ne peut pas photocopier le rapport? C'est juste une question. Alors, moi, je vais vous dire, quand il y a une consultation des dossiers IP, on photocopie le rapport administratif. Oui. On est bien d'accord. Voilà, ASE aussi, oui, quand on a la consultation du dossier ASE, mais en enlevant, bien sûr, les éléments qui ne concernent pas la personne, ou quand c'est demandé par un des deux parents dans le cadre de l'IP, tout ce qui va concerner la vie privée de l'autre parent.
Voilà, on applique les règles de consultation, mais on donne la photocopie. Parce que l'oralité, ça peut être aussi évanescent. Oui, je parlais de l'oralité dans la restitution au moment. Au moment où. Voilà, Okay. mais après, absolument, le dossier peut être photocopié. Oui.